Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue dans cette dernière semaine de live. Ça fait quand même déjà 8 semaines que je fais des lives au quotidien pour répondre à vos questions sur, mon Dieu, on a parcouru beaucoup de sujets. Bonjour Gwen! On a parcouru beaucoup de sujets depuis que j'ai commencé les lives. On a abordé des notions de crise liées à des hypersensibilités auditives, notion de panique face à l'habillage, de l'agitation pré-dodo, donc en lien avec le sommeil de nuit. On a vu un enfant qui mettait tout à sa bouche alors qu'il était plus vieux. On a vu tout ce qui est en lien avec les malaises au niveau nausées, vomissements en voiture. On a vu la semaine passée, c'était un enfant qui arrivait de l'école et qui se mettait complètement nu suite à sa journée à l'école. Bref, on a parcouru maintes et maintes sujets pendant ces 8 dernières semaines. Et donc, cette semaine, c'est la dernière semaine des lives en lien avec les questions. Je voulais faire un beau 2 mois intensif. Et là, la question que j'ai reçue de votre part la semaine dernière, la voici. Mon enfant a 6 ans et change constamment de main lorsqu'il utilise son crayon ou même les ciseaux. L'enseignante me dit que c'est mauvais pour son écriture. Quoi faire? Donc là, c'est super intéressant parce que vraiment, à l'image de tout ce qu'on a parcouru dans les 8 dernières semaines, on a encore une question qui est complètement différente. Donc, ça nous permet justement d'explorer ça en 4 temps, de vous apporter des réponses. Vraiment, moi, ce qui m'importe, c'est tout le temps de vous apporter des réponses à la source, avec les bonnes bases scientifiques d'un point de vue neurologique, d'un point de vue neurodéveloppemental. Et c'est pour ça qu'on le fait en 4 temps jusqu'aux solutions, dans le fond, qu'on aborde jeudi, les solutions concrètes à appliquer au quotidien pour que ce soit facile pour vous parce que la parentalité, c'est pas supposé être une bataille au quotidien. Donc voilà, on y va avec des réponses à la source liées au neurodéveloppement. Et donc là, on est sûr d'aborder la cause et de régler les problématiques, que ce soit au niveau émotionnel ou comportemental, ou ici même au niveau moteur chez l'enfant. Quand on aborde la bonne chose, on est sûr d'aller dans la bonne direction. Donc, voilà. Et je vous rappelle aussi l'ensemble de mes lives que j'ai fait depuis fin août sont toutes, je les republie au fur et à mesure, toutes sur ma chaîne YouTube. Donc, Mind, Body and Soul, Pat et JC. Et là, vous avez toutes les lives que je republie sur YouTube parce que c'est plus facile de naviguer, de faire pause, etc. Donc, vous pouvez toutes les retrouver directement là. Donc, on part aujourd'hui avec le sujet. En temps 1, pour ceux qui me connaissent, on fait tout le temps la même chose. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui peut amener un enfant à changer tout le temps de main entre ses outils. Donc, on va explorer le tout. Et demain, on y va d'autant plus en profondeur avec les bases neurologiques et neurodéveloppementales. Donc, mon enfant a 6 ans et change constamment de main lorsqu'il utilise son crayon ou même les ciseaux. Bon, on a un enfant qui utilise autant sa main droite que sa main gauche, donc sa latéralité n'est pas encore établie. C'est ce qu'on appelle latéralité ou préférence manuelle. Qu'est-ce que ça prend? J'ai le goût de vous poser la question. Qu'est-ce que ça prend pour un enfant pour arriver à ce qu'il développe sa latéralité? En fait, pour développer sa latéralité, il faut d'abord et avant tout qu'un enfant, dans sa jeune enfance, donc poupon, jeune enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ait pu explorer librement tous les objets avec sa main droite, sa main gauche, les apporter à sa bouche,
et que il a été exposé à plusieurs types d'objets. Pas obligé d'avoir 1 milliard de jouets à la maison, là. C'est surtout important qu'il soit libre de les atteindre, de les toucher, de les manipuler dans tous les sens, de les lécher. Parce que ça apporte de l'information, ça, importante sur la forme des objets, le fait de les amener à la bouche, leur forme, leur texture, leur température, leur dimension. Parce que ça va être des concepts qui vont être super importants pour comprendre la spatialité d'une certaine manière des objets, qui vont être des concepts très importants, notamment en mathématiques. Notamment dans tout ce qui est en lien avec la géométrie, tout ce qui est en lien aussi avec la fameuse représentation qu'on voit chez les enfants dyslexiques, c'est difficile, la représentation des lettres, la représentation des chiffres. Mais pour pouvoir se le représenter dans notre tête, il faut d'abord et avant tout avoir été exposé à différentes formes qui te permettent de comprendre l'orientation des choses. Par exemple, un objet, il peut être dans ce sens-là, il peut être dans ce sens-là, il peut être dans ce sens-là. Pour ça, il faut que j'ai été poupon, exposé et libre dans mon exploration de l'objet et que je puisse justement comprendre que l'objet peut être mis dans différents sens. Pour qu'éventuellement, quand on est à l'école, que je vois par exemple un P, que je le retourne, ça devienne un Q, puis que je le retourne, ça devient un D, puis quand je le retourne, ça devient un B. Mais tout part de poupon, jeune enfant, j'ai pu explorer librement, j'ai pu comprendre qu'il y a des sens, il y a une spatialité face à l'objet. Et après, je peux extrapoler ces concepts-là dans d'autres aspects, notamment, qui sont super importants pour l'écriture, la lecture et les mathématiques. Un enfant, pour qu'il développe sa latéralité, non seulement qu'il doit explorer avec les deux mains, il faut qu'il explore différents objets, je viens de vous le dire. Puis il faut qu'énormément il puisse développer de la bilatéralité, ce qu'on appelle la coordination bilatérale. Par exemple, si j'ai un ciseau, j'ai une feuille, ma main qui tient la feuille, c'est ma main qui est un petit peu plus passive. Fait que j'ai une main qui tient et j'ai une main d'action, la main qui découpe avec le ciseau. Ça, c'est une activité bilatérale. Ça veut dire que les mains travaillent en collaboration. Pour autant, ils ne font pas la même chose. Jeune poupon, l'enfant fait la même chose. Il y a une symétrie. C'est normal. C'est pas dissocié. Pour éventuellement amener l'enfant à développer le concept d'asymétrie. Dans le sens que ma main droite peut faire quelque chose de manière indépendante de ma main gauche. Et je peux les mettre en action dans le cadre d'une activité pour le faire. Là, maintenant, l'enfant ici change de main quand il dessine, quand il crie et quand il découpe. Ça veut dire que plus tôt, dans sa jeune enfance, il n'a pas suffisamment joué avec des jeux dans lesquels les mains collaborent. Donc, par exemple, quand tu es tout petit, petit bébé, peut-être que vous avez déjà vu ça, des perles pression. C'est comme des perles, c'est des perles. C'est des grosses perles, ça ressemble un peu à des méga blocs avec des trous. Puis d'un côté, il y a une certaine forme qui ressort, puis de l'autre côté, il y a un trou. Et donc, ça s'emboîte. Mais ça, c'est une activité bilatérale. Quand je le mets et quand j'enlève.
Par exemple, l'enfant prend un bloc et le met dans un truc d'encastrement, par exemple, un genre de boîte d'encastrement, mais il met quand même sa main en appui pour pouvoir déplacer la forme, par exemple étoilée, un cercle, un carré, et le déposer dans le trou. C'est une activité bilatérale. Au fur et à mesure, bien entendu, ça se complexifie. Tu sais, par exemple, juste boutonner des boutons, c'est une activité bilatérale. Montrer sa fermeture éclair alors qu'il faut que j'utilise l'extrémité pour rentrer la fermeture éclair pour que je monte. Bien entendu que ça, c'est aussi une activité bilatérale plus complexe. Mais avant ça, bien entendu, il faut que notre enfant, étant poupon jeune enfant, ait été exposé à des activités bilatérales. Au début, très très simple, de jeux de cogne-cogne, à jeux d'encastrement, en jeu d'emboîtement, à jeux d'encastrement. Un enfant de 5 ans et demi, 6 ans, disons à la fin de la maternelle, qu'on considère, nous, au Québec. Donc, pas mal 5 et demi, 6. Si l'enfant alterne toujours ses mains dans les activités pour utiliser son crayon, son ciseau, on considère ça comme un red flag. Un red flag, c'est, pour moi en tant qu'experte en neurodéveloppement, pour les experts en développement de l'enfant, ça veut dire, ouf, ici il y a quelque chose là, qui cloche. Il y a un écart par rapport à ce qu'il devrait pouvoir faire en lien avec son âge, comparativement aux autres enfants, tant garçons que filles. Donc, très important de vous dire, vers 4 ans, 5 ans, l'enfant peut encore alterner. Mais, vous allez voir que plus on se rapproche du 5 ans, s'il alterne, au moins à chaque fois qu'il utilise un crayon, c'est dans une main, puis à chaque fois qu'il utilise un ciseau, c'est peut-être dans l'autre main. Mais au moins, il y a une cohérence au niveau de l'outil pour aller jusqu'à ce que l'enfant ait vraiment une main préférentielle, qu'on dit, autant pour le crayon à colorier, le crayon pour écrire, le ciseau, les ustensiles, fourchette, cuillère, la brosse à dents, la brosse à cheveux, prendre le verre d'eau. Vous avez plein d'indices ici. Plein d'indices sur potentiellement quelle sera sa main qu'on nomme dominante. Donc, le fait que justement il alterne, qu'est-ce qui peut expliquer ça au-delà que, certes, assurément dans sa jeune enfance, potentiellement qu'il n'a pas suffisamment exploré. Ce qu'on peut voir aussi, c'est au-delà de l'aspect manuel, il y a l'aspect du corps aussi. Par exemple, moi j'ai vu beaucoup à ma clinique, vous savez que j'avais ma clinique ergothérapie enfance à Prévost pendant 6 ans, des enfants qui, oui, étaient libres d'explorer avec les jouets, fine, mais au niveau du corps, au niveau de la motricité globale, c'est là que ça a cloché, dans le sens que c'est là que l'enfant, on peut remarquer qu'il y a eu des retards qui ont une manifestation, une répercussion notamment au niveau de l'utilisation des outils. Je vous donne un exemple. Un enfant qui n'a pas rampé ou qui a rampé toujours avec la même main puis la même jambe qui pousse.
ben, on voit que l'enfant, ici, il n'a jamais fait de croisement. Mais le croisement, c'est le même principe que la bilatéralité quand on utilise les deux mains pour faire une activité, pour jouer avec des outils. Dans le sens que le croisement bilatéral naît à la base du croisement à travers les mouvements évolutifs développementaux. Donc, ramper, techniquement, si votre enfant fait un bon rampé, ça devrait se croiser, tant au niveau des mains qu'au niveau des jambes en arrière. Même chose pour le quatre pattes. Si vous voyez que votre enfant, il avance tout le temps la même main, puis la même jambe, puis après il avance de l'autre côté, c'est un patron qu'on dit homolatéral. Il n'y a pas de croisement. Techniquement, on devrait voir avancer la main droite avec la jambe gauche, comme notre patron de marche. Et ça, c'est un croisement. Quand l'enfant, au début, il apprend à monter, descendre les escaliers, c'est la même chose. Il monte une patte, une autre patte, une autre patte, pour éventuellement monter en alternance, et descendre, ça vient par après. Fait qu'il descend de patte, il descend de patte, il descend de l'autre patte, pour éventuellement descendre en alternance. On est toujours homolatéral, donc d'un côté, avant d'être en croisé, en contralatéral, qu'on appelle en neurodéveloppement. Et on fait tout habituellement de manière symétrique au début pour éventuellement être dissocié. Donc faire quelque chose de différent entre ma main droite et ma main gauche, entre mon pied droit et mon pied gauche. C'est pour ça que les enfants, ils sautent à pieds joints avant de pouvoir sauter, par exemple, sur un pied ou sur les pieds en décalé. Ils sont tout le temps à pieds joints au début. Donc, voilà. Donc, non seulement ici, on pense qu'on parle que de motricité fine, mais en fait, il y a un grand aspect lié à la motricité globale, on le voit bien. Parce que dans l'ordre du neurodéveloppement, la motricité globale vient avant la motricité fine. La motricité globale installe les bases pour la motricité fine. Parce que on part du corps, du tronc, et éventuellement dissociation des épaules se font avec le cou, et éventuellement au niveau des bras, au niveau des poignets, puis après au niveau des doigts. C'est pour ça que la motricité fine vient après la motricité globale. Donc si notre enfant a déjà, d'une certaine manière, eu un écart par rapport à ce qu'on s'entend au niveau des mouvements évolutifs étant poupon, puis qui a accumulé des retards, bien entendu, oui, ça peut être une raison pour laquelle l'enfant ici change constamment de main. Parce que tout part de la globalité vers le raffinement, vers le mouvement fin. Et utiliser un crayon puis des ciseaux, c'est un mouvement fin. C'est juste la main qui fait. Donc, bien sûr que c'est tout fin versus le corps en entier. Il peut y avoir aussi d'autres aspects d'un point de vue sensoriel, dans le sens qu'un enfant qui présente moins de sensations d'un point de vue tactile, on a 7 sens, comme je vous expliquais dans l'ensemble de mes lives, tactile, proprioceptif, vestibulaire, olfactif, gustatif, visuel, auditif. Si l'enfant au niveau tactile sent plus ou moins son corps, et au niveau proprioceptif a une conscience corporelle et spatiale moindre, bien entendu qu'il a moins utilisé son corps dans ses mouvements développementaux étant poupon, et donc répercussions bien entendu sur la motricité fine éventuellement, parce que la motricité globale elle-même n'a pas été solidement construite.
Je vous le dis, tout ce qui est en lien avec le neurodéveloppement, c'est un effet domino. Hein. Ce qui n'a pas été fait avant, difficile de l'atteindre après. Et donc, intéressant de construire non seulement d'un point de vue tactile, proprioceptif, le corps de l'enfant, mais notamment ici, on en reparle jeudi de toute façon dans les solutions concrètes, mais y a-t-il quelque chose, et fortement, et forcément, il y a quelque chose à faire ici, au niveau des bras et des mains et des doigts de l'enfant, pour qu'il se sente davantage, pour que éventuellement aussi, il y a un côté qui devient plus adroit. Imaginez si moi, constamment, je porte des mitaines, puis qu'on me demande d'utiliser des outils. Fait que là, bon, ok, j'ai des mitaines, même on va faire exprès, on va dire que mes doigts sont pas dissociés, fait que j'ai vraiment une mitaine, pas avec des, pas comme des gants, là, vraiment une mitaine que tous les doigts sont dans le même endroit. Et on met un crayon. Mais bien entendu, si je sens pas, je vais peut-être être tenté d'utiliser l'autre main. Puis peut-être je vais réutiliser l'autre main. Puis peut-être je vais réutiliser l'autre main. Même chose avec les ciseaux. Imaginez couper, découper avec une mitaine. Là, je vais faire, oh non, c'est pas vraiment efficace, je vais essayer la gauche. Oh non, mais je vais essayer la droite. Donc, vous voyez à quel point que non seulement il peut avoir eu, bien entendu, un manque au niveau des connexions synaptiques, qu'on va parler demain au niveau du corps calleux, parce qu'il n'y a pas eu assez de stimulation et d'exploration des objets, notamment dans le cadre d'activités bilatérales. Mais en plus, il peut avoir un aspect sensoriel au niveau des bras et des mains, des doigts elles-mêmes. Parce que si je ne sens pas, c'est là que je vais être porté à échanger d'un bord puis de l'autre et d'alterner tout le temps. Ce qui est énergivore, ce qui n'est pas optimal et qui n'est pas efficace pour l'humain. Hein, j'ai beaucoup la question, Patricia, qu'est-ce que tu penses des personnes ambidextres? Les personnes ambidextres, pour moi, c'est tout ce qui est en lien vraiment beaucoup avec l'ancien mode d'éducation qui était beaucoup relié à la religion, où on forçait les personnes, hein, on disait c'était un droitier contrarié parce qu'en fait, il était gaucher, et qu'on forçait les enfants à écrire de la main droite. Et que finalement, avec le temps, oui, il écrit de la droite, mais au final, il fait plein d'autres choses avec la gauche. Donc oui, on le considère ambidex, mais l'humain n'est pas fait pour être naturellement ambidextre. Parce que l'humain est fait pour être efficace. Hein? Chasser efficacement, écrire rapidement, utiliser un couteau, utiliser, je sais pas moi, n'importe quel outil quand on se rapporte aux hommes de Cro-Magnon. Et bien entendu, il ne fallait pas qu'ils passent 3 heures à se demander j'utilise-tu ma main droite ou ma main gauche pour faire quelque chose. Non, la latéralité, elle est arrivée pour rendre l'humain efficace à utiliser des outils pour sa survie, pour chasser. Hein, c'est pour ça qu'on n'a pas seulement une main dominante, on a un œil dominant, on a une oreille dominante, on a une ATM, hein, une articulation temporomandibulaire dominante, on a une main dominante, on a un pied dominant. Pourquoi? Pour être efficace. L'humain est créé pour ça. L'humain est créé pour être efficient, efficace, rapide. C'est merveilleux, notre machine, notre système nerveux. C'est merveilleux. Donc, pour moi, non, l'ambidex, c'est forcément qu'il y a eu contrariété à quelque part. Donc, un enfant, c'est pour ça que je vous dis que pour nous, en neurodéveloppement, c'est un red flag qu'à 5 ans, 5 ans et demi, ils sont encore en train d'alterner. Parce que tu dis, ouf, on sait que l'ambidex, c'est pas... On se pose pas comme question comme quand on voit un enfant qui échange comme ça d'outils, ah, c'est peut-être parce qu'il est ambidex. Non. Non, c'est que pour effectivement
devenir adroit, efficace, il faut qu'il y ait une latéralité qui s'établisse, que ce soit la droite ou la gauche. Et maintenant, fort heureusement, on ne punit plus les personnes qui sont gauchers. Hein? Une chance. Parce que oui, plein de personnes qui ont été contrariées, et moi je l'ai vu avec plein d'enfants qui ont été, bon, heureusement que je vous dis, il y en a beaucoup moins, mais ça peut arriver encore, qui ont été contrariés, mais on le voit plus chez les adultes d'aujourd'hui, mais qui avaient des troubles d'apprentissage associés. Hein, les personnes qui ont de la dyslexie notamment, souvent il y a eu contrariété par rapport à la dominance manuelle. Puis on va voir demain dans l'aspect neurologique et neurodéveloppemental pourquoi. Notamment Léonard da Vinci est un gaucher complètement contrarié. Et lui écrivait ses textes à l'envers. Hein, il écrivait de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. Mais c'est un gaucher contrarié. Plutôt un droitier contrarié. Parce qu'il est devenu droitier. Ben, devenu droitier. Pour satisfaire les exigences qu'on s'attendait de lui, il est devenu droitier. Donc, voilà. L'enseignante, hein, c'est écrit, l'enseignante me dit que c'est mauvais pour son écriture. Est-ce que c'est mauvais pour son écriture? Le fait qu'il change de main? Oui. Parce qu'il ne développe pas une répétition d'action toujours avec la même main. Donc, une fois il essaie avec une fois il essaie avec l'autre, une fois il essaie avec l'autre. Mais quand tu apprends l'écriture script, ok, à la limite c'est une chose, mais quand tu apprends l'écriture cursive, donc à lettre attachée, là, d'apprendre avec une, puis avec l'autre, puis après, je vous mets au défi, écrivez avec votre main gauche. Vous allez voir, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et tout ce que vous avez appris comme principe d'écriture, que c'est rendu automatique pour vous, ben c'est ardu, c'est énergivore. Donc, bien entendu, le fait d'alterner tout le temps comme ça, surtout à 6 ans, là, effectivement, on a accumulé un retard. Et c'est pas efficace pour son écriture à court, à moyen et à long terme. Donc, on va le voir dans les solutions jeudi. Comment outiller cet enfant-là pour rattraper l'écart qui est présent actuellement pour qu'il développe sa préférence manuelle sans forcer. Hein? Parce que l'objectif ici, c'est pas d'attacher sa main gauche, par exemple, pour qu'on dise « Ok, t'es droitier, on va pas décider à sa place. » C'est son système nerveux qui doit se rendre à cette étape-là, que ça soit facile. Tout comme je vous disais, on n'a pas à se battre pour que notre enfant devienne propre au niveau des urines et des selles. Ça devrait venir de soi. On ne devrait pas se battre pour qu'un enfant se mette à parler. Le langage devrait venir de soi. On ne devrait pas se battre pour que notre enfant soit capable de s'habiller, se déshabiller. Ça devrait venir de soi. Et quand on est face à un enfant avec un trouble neurologique, notamment, bien, on va utiliser des stratégies pour combler les manques. Et peut-être que oui, ça va prendre plus de temps parce qu'on a plus d'étapes à rattraper parce qu'ils ont été sautés ou escamotés plus jeunes. Et avec un trouble neurologique, ben, ça prend plus de temps parce qu'habituellement, il y a plus d'étapes, justement, qui ont été sautées ou escamotées. Donc, voilà. Voilà, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Donc, demain, on revient, même heure, même poste, et on regarde ensemble plus en détail la théorie neurologique et neurodéveloppementale liée à la situation. Et je vous invite, bien entendu, à apporter toutes vos questions pour bien comprendre la situation à la source. Et comme ça, là, vous allez pouvoir mieux aider votre enfant ou si vous êtes intervenant à l'enfance, mieux outiller vos cocos dans votre classe ou dans votre local si vous êtes éducateur. Et donc, voilà. Voilà mes chers. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao tout le monde!